C'est aussi le Lockheed qui a effectué les premières missions opérationnelles de ce type. Le vieux 1961 a été le premier appareil équipé de coupelles radar au-dessus et en dessous de son fuselage. Les premières constellations de surveillance ont été livrées à la Navy. Ils ont remplacé des vieux bombardiers transformés. À bord, il y a un équipage de 22 personnes composé des pilotes, des opérateurs radars et des ingénieurs. Le rayon d'action de ces appareils et la grande portée de leurs installations électroniques ont très vite démontré la validité de ces WV-1 de la Navy. Leur utilisation est devenue courante dans les opérations navales. L'Air Force ne va pas tarder à reprendre cette idée. L'Air Force avait commandé des superconstellations pour les utiliser comme appareils de transport, mais elle s'est rendue compte qu'ils seraient plus utiles comme appareils d'alerte avancée. Elle modifie la commande de ces 10 premiers appareils qui seront des appareils de surveillance radar, les RC-121C. Ces appareils, remplis de 7 tonnes de matériel radar, pouvaient patrouiller à 550 km/h pendant 24 heures. Le RC-121C était comparable aux superconstellations de la Navy. Au-dessus de son fuselage, il avait une bosse de 2,40 m dans laquelle se trouvait son radar de recherche. Il avait aussi un scanner dans un dôme ventral. Les RC-121C sont entrés en service en 1953. Ils ont surtout servi à patrouiller le long de la côte ouest des États-Unis. Le modèle suivant, le RC-121D Warning Star, est commandé à 72 exemplaires dès 1954. Ces appareils ne servent plus seulement à la détection, ils ont aussi des fonctions offensives. Par exemple, le guidage des intercepteurs. Le Warning Star a été à la base d'un grand nombre d'options. Une fois admise l'idée d'installer du matériel électronique à bord d'un avion, on a assisté à une avalanche de propositions. Les systèmes électroniques et de surveillance ultramodernes se sont multipliés. Souvent, des versions de transport étaient renvoyées à l'usine dès qu'elles étaient livrées pour être transformées en avions électroniques. Les différents services de l'armée semblaient avoir un appétit insatiable pour ce type de machine. Le modèle principal sera construit à plus de 220 exemplaires, sans compter les petites séries et les versions uniques. Il ne faut pas oublier non plus que la plupart de ces appareils ont été entièrement rééquipés au moins une fois. L'Air Force et la Navy ont utilisé plus de 25 désignations différentes pour identifier leurs constellations équipées de radars ou de postes de commandement volants. Ces constellations n'ont pas servi que de banc d'essai. Ils ont été aussi très utiles à une époque où on ne disposait pas d'autres moyens. Au plus fort de la guerre froide, quand la politique était dictée par la méfiance et l'hostilité, ces yeux électroniques installés dans le ciel fournissaient en permanence une vision plus calme de la réalité. En 1962, la désignation RC se change en EC. C'est sous cette appellation que les constellations vont établir leur réputation au Vietnam. Ils étaient un élément central de la stratégie de défense américaine. Ils étaient aussi utiles que leurs homologues de transport pouvaient être inutiles. Ils avaient besoin d'un carburant différent, leurs moteurs à piston étaient des antiquités, mais on continuait à les entretenir avec le plus grand soin. Leur âge et leur technologie dépassée ne les ont pas empêchés de rester essentiels. Certains sont restés en service jusqu'au début des années 80. Leur longévité s'explique par la façon dont ils ont été entretenus, mais aussi par leur conception et par leur qualité de construction. L'arrivée des appareils à réaction a été le début de la fin pour les constellations. L'apparition d'avions de ligne à réaction a bouleversé le marché. Lockheed était déterminé à ne pas se laisser distancer.
Il connaissait les limites de cette nouvelle technologie. Il a cherché à améliorer les moteurs compound et les systèmes turboprops qui utilisaient des réacteurs pour entraîner des hélices. Lockheed avait déjà prolongé les moteurs à piston en leur ajoutant des turbocompresseurs qui augmentaient leur puissance de 20%. Il s'agissait là de l'ultime aboutissement de cette technologie. La combinaison de la réaction et de l'hélice était la technique supposée la plus efficace. Une fois de plus, c'est le bon vieux 1961 qui va servir de banc d'essai à une innovation majeure. Son moteur extérieur droit est remplacé par un turbopropulseur Allison. Cela n'a pas suffi à sauver le Constellation, mais c'était un pas en direction d'un des appareils les plus réussis de Lockheed, le C-130 Hercules. L'Electra en a aussi profité et Lockheed a pu garder une place dans le secteur de l'aviation commerciale. Mais en ce qui concerne le Constellation, le fait qu'il soit considéré comme le meilleur avion de ligne à moteur à piston a quelque peu empêché de prendre au sérieux l'éventualité d'une version en réaction. D'autant que le modèle le plus achevé, le Starliner, était encore à venir. Avec son Starliner, qui avait une nouvelle voilure, Lockheed espérait garder le contrôle du marché des longs courriers civils. Les commandes de Super Constellation ne se sont pas arrêtées tout de suite, mais les clients ne se sont pas précipités sur le nouvel avion. Il n'a finalement été construit qu'à 44 exemplaires. La plupart ont été arrêtés assez vite et remplacés par des jets. Le Starliner est sans aucun doute le plus beau des avions à moteur à piston, mais il est arrivé trop tard. Lockheed a continué de travailler sur son Constellation. C'est par exemple sur lui qu'ont été essayées et mises au point des antennes devenues aujourd'hui familières. Le développement du Starliner a permis à Lockheed de faire de nouvelles propositions à l'US Air Force. Son constructeur a investi beaucoup d'argent et beaucoup de temps pour trouver le meilleur équipement qui convienne à cet avion. Son antenne rotative n'est qu'une des innovations développées pour ce projet. Avec ses turbopropulseurs, son rayon d'action augmenté, ses aménagements particuliers et un grand nombre de nouveaux systèmes, le Starliner attendait ses clients. À ce moment, il n'y avait plus aucun doute sur l'utilité des radars et des postes de commandement volants. Le maintien d'une flotte d'appareils de ce type était indispensable. Il allait bien falloir remplacer les C-121 qui se faisaient vieux. Quand l'appel d'offres a été lancé, Lockheed savait déjà que quelle que soit la qualité de sa proposition, elle n'avait aucune chance de l'emporter. Les spécifications réclamées n'ont fait que confirmer les craintes de Lockheed. La version militaire du Starliner, comme la civile, était dépassée. En fait, l'Air Force ne cherchait pas seulement à remplacer ces constellations, elle cherchait à les remplacer par un appareil à réaction. Boeing disposait alors du meilleur appareil, le KC-135, un ravitailleur mis au point pour l'Air Force. L'apparition de nouveaux appareils n'a pas signifié pour autant la fin de l'utilisation militaire du Constellation. Mais la mise en service du Boeing civil a obligé très vite les compagnies aériennes à abandonner leur Constellation. Cela n'a pas été le cas pour l'Air Force et la Navy qui étaient satisfaites de leur Constellation et en avaient encore besoin. Les premiers C-121 de l'US Air Force déployés dans le sud-est asiatique arrivent en Thaïlande en avril 1965. Les constellations de la Navy y avaient été impliquées dès août 1964 au moment de l'incident du Tonkin. Les constellations ont opéré tout au long de la guerre, rendant des services inestimables. Ils ont rempli un grand nombre de fonctions différentes. Leurs fuselages, dans lesquels il y avait beaucoup de place, ont été rééquipés plus d'une fois. La diversité des constellations déployées au Vietnam est la preuve de la variété des missions qui lui étaient assignées par les différents services.
Son premier rôle était celui d'un poste d'alerte volant. Il y a eu quelques versions utilisées pour le transport, en premier lieu pour des évacuations médicales et pour le transport des personnels. Mais ce sont les versions électroniques qui ont été le plus déployées. Une de celles-ci était un relais pour les informations provenant de détecteurs installés sur les routes de ravitaillement nord-vietnamiennes au cours de l'opération Igloo White. Se servir des jets pour ces missions, alors qu'ils étaient utilisés à plein pour des missions de ravitaillement, aurait été aberrant. Et les Conies, disponibles et fiables, faisaient parfaitement l'affaire. Au départ, le déploiement des constellations au Vietnam était purement défensif. Ils servent d'alerte radar contre les bombardiers nord-vietnamiens. Mais ces missions ne durent pas longtemps et ils ont servi à bien d'autres choses. Ce Connie, un NC-121J de l'escadrille VX-8 de la Navy, effectue une mission exceptionnelle. Cette dénomination est appliquée à une série d'appareils modifiés selon des spécifications secrètes. Aucun appareil de ce nom n'est identique. C'était un rassemblement hétéroclite d'exemplaires uniques. L'équipement installé dans celui-ci est véritablement hors norme. Les magnétoscopes à bande magnétique de 2 pouces dont il dispose sont les meilleurs appareils professionnels de cette époque. Cet avion sert d'émetteur de télévision et de radio pour les forces armées. De cette façon, les brouillages Viet Cong sont en grande partie éliminés. Pour émettre à partir du sol, il aurait fallu des infrastructures qui auraient représenté des objectifs et qu'il aurait donc fallu protéger. Ce Constellation coûtait moins cher que tout un réseau d'émetteurs. La plupart des constellations utilisées au Vietnam ont été impliquées bien plus directement dans le conflit. Une de leurs tâches les plus difficiles a été la surveillance des communications nord-vietnamiennes. Dès le début des opérations au-dessus du Nord, les constellations sont devenues indispensables. Leur rôle est progressivement passé du défensif à l'offensif. Les MiG nord-vietnamiens étaient informés avec précision des mouvements des avions américains dans leur espace aérien. Les avions radars américains ont procuré à la chasse américaine le même genre d'informations. Mais avec l'évolution de la guerre, le rôle des constellations est devenu beaucoup plus actif. Ils servaient directement à diriger les raids d'attaque contre le Nord-Vietnam. Et quand le Nord a commencé à s'équiper de missiles, les Conies ont servi à repérer les sites de lancement de SAM. Cela permettait 2 choses. D'une part, prévenir les avions américains du danger, et d'autre part, diriger dessus les appareils qui allaient les détruire. Les constellations ont accompli leur dernière mission dans le sud-est asiatique en mai 1974, bien après les dernières opérations offensives des forces américaines. Ces constellations étaient restées sur place pour des missions de surveillance. Le premier Constellation équipé pour la surveillance électronique avait été présenté à la Navy 25 ans auparavant. Et cela faisait aussi 31 ans qu'avait eu lieu le premier vol d'un Constellation. Les constellations ont été arrêtées bien avant d'être usées. Les grandes compagnies aériennes ont été obligées, en partie pour des raisons de prestige, d'abandonner leurs avions à hélice. Au début des années 60, les constellations civiles n'étaient plus utilisées que par des petites compagnies et sur des lignes de moindre importance. On a continué de les utiliser pendant de longues années. Progressivement, ils sont devenus des avions cargo et encore après des appareils agricoles ou des appareils anti-incendie.
L'utilisation militaire des constellations a duré beaucoup plus longtemps. Les derniers exemplaires de la Navy ont été retirés en juin 1982. Les derniers construits étaient sortis de chaîne en 1958. En 16 ans, Lockheed a fabriqué au total 856 constellations. Leur début remonte à la Deuxième Guerre mondiale, ils étaient encore là quand la navette spatiale volait. Ils ont servi de banc d'essai à de nombreuses innovations. Le résultat de ces expérimentations est encore exploité par l'aéronautique d'aujourd'hui, aussi bien civile que militaire. Le Constellation est un des plus beaux avions jamais construits. Mais avec le temps, il a fini par ne plus valoir que son poids à la ferraille. Très peu d'exemplaires ont échappé aux récupérateurs. Ceux qui restent sont maintenant des pièces de musée.